pour choisir son école, on compte différents critères. Vous entendez certainement parler des classements. Les classements sont devenus légion. Ça, c'est un groupe c'est un petit patchwork de classements internationaux, mais vous connaissez certainement le FT, vous connaissez peut-être Time Higher Education, vous en connaissez plein. Et en France, on est particulièrement bien doté parce qu'on a à peu près 5 grands titres qui publient leur classement, dont 4 qui le font chaque année, l'Étudiant, le Figaro Étudiant, le Point et le Parisien Étudiant. Donc, ce que vous pouvez voir dans ces classements qui sont projetés actuellement, que vous avez en temps réel, c'est que si pour les premières écoles, le classement est dans l'ensemble immuable, pour de pelotons d'écoles, on peut trouver des différences, des variations de rang qui sont assez fortes. Par exemple, on n'a qu'à prendre, je dirais, l'ESC La Rochelle qui est 30e chez l'étudiant, 21e au Figaro étudiant, 18e chez Le Point. On a 12 places d'écart. Donc, ce type de classement n'est pas à prendre à argent comptant, je dirais. Ce qu'il y a d'également important à savoir, c'est que ces classements sont faits par… Ces classements ont chaque classement a une méthodologie différente. Par exemple, certaines méthodologies sont très précises et pointues. Par exemple, l'étudiant et le point vérifient les données que les écoles confient. A l'inverse, le Figaro étudiant fait faire son classement par une junior entreprise d'une école d'ingénieurs, tandis que le Parisien étudiant confie son classement à une officine extérieure. Donc, niveau méthodologie, il y a des choses plus ou moins précises. Justement, sur le Parisien étudiant, on voit que 2 grandes écoles ont choisi de ne pas y répondre en 2017. Il s'agit de l'ISG et de BSB. Donc justement, est-ce qu'on pourrait avoir les raisons pour lesquelles BSB ne répond pas aux Parisiens étudiants? Alors peut-être un premier élément sur les classements. Des classements, il y en a de plus en plus. Il y a un foisonnement de classements. À l'international, ça a été montré juste avant avec Times Higher Education et Wall Street Journal qui ont décidé de créer un classement concurrent du Financial Times, avec QS qui est un classement plutôt exigeant côté entreprise, qui cette année a classé pour la première fois les Masters in Management, avec tout un tas de classements qui émergent, plus ou moins connus, plus ou moins réputés, peu importe. La réalité, ce qu'on doit dire, c'est que les classements, ils existent, ils sont là, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ils sont là, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, c'est un indicateur, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité parce qu'en l'occurrence, il renvoie à des thématiques qui sont différentes selon les supports. On n'utilise pas les mêmes données, par exemple, à l'étudiant, au Point, au Figaro, au Parisien ou à Challenge. Challenge, par exemple, ne prend pas en compte, et c'est un vrai choix de leur part qui est tout à fait respectable, les publications scientifiques, alors que l'étudiant va aller demander toutes les publications scientifiques auprès des écoles et va vérifier l'intégralité des publications scientifiques. Ce sont 2 modalités différentes, mais c'est sûr que selon les politiques, les stratégies des écoles, ça influe sur les classements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un classement, c'est une photo à un instant T. Il faut regarder la dynamique dans le temps. Les classements ne sont pas les mêmes selon les écoles et selon le temps. Troisièmement, c'est un indicateur externe qui est fait par des journalistes qui, pour certains, connaissent remarquablement le milieu des écoles. Pour d'autres, ont peut-être d'autres compétences que celles du monde des écoles. Entre autres, vous l'aurez vu, un classement auquel nous ne répondons pas. Pourquoi? Parce que ça renvoie derrière à des logiques de méthodologie qui sont plus ou moins transparentes. Ces méthodologies, pour certaines, sont publiées. J'évoquais à l'instant Challenge ou l'étudiant. Pour d'autres classements, elles ne sont pas nécessairement publiées et elles sont peut-être plus discutables. C'est ce qui nous a amené, pour répondre très directement à votre question, au classement du Parisien. On ne répond pas depuis 2 ans à ce classement parce que nous estimons, c'est un choix personnel, hein, d'autres écoles ne font pas le même choix et c'est parfaitement respectable, nous estimons que la méthodologie ne garantit pas une évaluation qui nous paraît cohérente. Après, je prends le classement de l'étudiant, il y a des années on est très bien classé, il y a des années on est un peu moins bien classé, on l'assume. On l'assume parce qu'on pense que le niveau de classement est parfaitement respectable et l'effort qui est fait en matière de rigueur justifie qu'on réponde à un certain nombre de classements. On voit ici ceux auxquels on répond. Et donc justement, en parlant de classement, on a eu pour la première fois en 2016 une rédaction de classement qui répondait aux critiques qu'on lui a faites. Donc justement, ce classement, c'est le classement du Parisien. Le classement du Parisien n'est pas fait par les journalistes du Parisien, mais par une officine extérieure, dont nous tairons le nom pour ne pas s'attirer de problème. Mais le manque de rigueur est assez criant. Par exemple, je vais prendre juste 2 exemples majeurs sur la recherche.
Le classement, le Parisien a attribué la note de 5 sur 5 à la recherche de l'IPAG, qui est effectivement une grande école, qui a ce label et qui fait partie du groupe des 30 écoles, de 35 écoles sur 300 en France qui a le label grande école. Néanmoins, ils jugeaient que leur recherche était plus performante que celle d'HEC, de l'ESSEC ou de l'ESCP en se basant sur un classement de la FED, de Saint-Louis, etc. Donc c'est assez peu probant dans la mesure où les meilleurs professeurs-chercheurs auront les meilleurs salaires dans les meilleures grandes écoles. Voilà. Mais ce qui m'attire le plus, et ce qui doit plus vous attirer l'attention, c'est ce deuxième argument. Le Parisien évalue la puissance des écoles. Et donc, il a attribué à Paris School of Business la note de 5 sur 5, tandis que HEC, l'ESSEC, l'ESCP, en fait, toutes les écoles du top 10 ont la note de 4 sur 5. Et leur argument, c'était que comme Paris School of Business avait été racheté par un groupe européen, Galileo, était donc devenu le groupe était donc membre du groupe d'éducation privée européen le plus puissant, alors du coup, la Paris School of Business était plus puissante que l'ensemble des écoles du top 10. L'argument est quand même très moyen, on le reconnaîtra, et donc il faut vraiment faire attention au classement parce que l'objectif d'un classement finalement c'est de vous présenter de manière objective quelque chose qui est éminemment subjectif. Par exemple, moi j'avais mon classement des écoles, il ne correspondait pas forcément au classement SIGEM. J'imagine que peut-être que Margot, Jean-Loup et Camille, lorsque vous faisiez vos choix, vous n'avez pas forcément suivi le classement l'étudiant, vous n'avez pas forcément suivi le classement SIGEM, on l'abordera plus tard. C'est vrai que nous, comme dans toutes les prépas, je pense, on nous parlait des classements tout le temps, les classements, les classements, les classements. Et on s'est vite rendu compte qu'en prenant deux classements différents, c'était vraiment, il y avait un écart pour la même école, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et du coup, on s'est plutôt reporté, nous, au SIGEM, puisque là, vraiment, c'était ce que les candidats choisissaient. Donc, c'était vraiment objectif sur la situation vraiment réelle. Et après, oui, c'est vrai que c'est un peu comme ils ont envie en fonction de ce qu'ils ont envie de noter, des critères. On avait vu que dans certains classements, c'était le nombre de toilettes dans l'école qui pouvait être pris en compte. Donc, pour moi, à part le classement du SIGEM, les autres classements ne sont pas vraiment très significatifs.